l'impôt sur les sociétés va augmenter de façon considérable. Et puis surtout, on est dans une situation absolument incroyable puisque les entreprises ont versé indûment une taxe et que pour leur rembourser cette taxe indûment perçue, on va les ponctionner. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont être gagnantes parce qu'elles vont être remboursées de cette surtaxe, mais il y a des entreprises qui vont être perdantes. Et ce sont celles qui font plus d'1 milliard d'euros de bénéfices par an. Oui, alors c'est quand même plus de 200 entreprises sur 300 qui vont être perdantes. Et puis en même temps, et comme l'a dit Eric Woerth, le président de la Commission des finances, ça donne un signal terrible au monde économique d'une part, en France mais aussi à l'étranger. Ça veut dire que en France, on peut taxer indûment les entreprises. Je rappelle qu'à l'époque, tout de même, Emmanuel Macron était en responsabilité. Et ça veut dire aussi que on peut surtaxer une entreprise à qui on a auprès de laquelle on a prélevé indûment. Alors ça va permettre de faire entrer 5 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Du coup, la France peut rester dans les clous pour la réduction de son déficit budgétaire en dessous des 3% quand même. Soit c'est la justification, la dramatisation à laquelle s'est livré le gouvernement, mais on voit bien que, in fine, les perdants sont tout de même les acteurs économiques et qu'on n'est pas dans une situation économique qui nous permet de... Il n'y a pas un geste civique à faire de la part des grandes entreprises? Mais oui, mais un geste civique qui est appelé pour compenser une faute politique majeure du gouvernement précédent, ça interroge tout de même. Donc ça, pour vous, ça ne passe pas? Alors, sans doute que la précipitation à laquelle on s'est livré est tout de même quelque chose de tout à fait critiquable. Je vous rappelle qu'on a... La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Bruno Fuchs. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question à laquelle j'associe Sarah El Haïry porte sur les maisons de l'emploi et s'adresse, vous ne serez pas surpris, à Madame la ministre du Travail. Nous avons en France la chance d'avoir 126 maisons de l'emploi. Vous reconnaîtrez sûrement avec moi que les maisons de l'emploi sont uniques, utiles et remplissent des fonctions essentielles que nul autre organisme, pas même Pôle emploi, ne sait accomplir. Par exemple, la maison du Gard rhodanien a soutenu un cluster de calcul. Celle de Lyon mène des opérations contre la fracture numérique. Celle de Bordeaux a permis la conclusion de 143 contrats de travail sur le chantier du nouveau stade. Dans ma circonscription à Mulhouse, la maison de l'emploi, avec Innov Campus, sert d'incubateur à des start-upers non diplômés. Avec le salon Warum nicht, elle développe des emplois transfrontaliers. La maison de l'emploi a lancé Mon métier de demain, un programme qui cartographie les besoins du territoire à court et moyen terme. C'est le seul acteur à faire de la gestion prévisionnelle de compétences. Elle est aussi systématiquement appelée comme référente dans les clauses d'insertion dans les marchés publics. Madame la ministre, à Mulhouse, je peux vous assurer qu'aucun autre acteur n'apporte de tels services. Le projet de loi de finances envisage de supprimer 10,5 millions d'euros en 2018, soit la moitié des dotations des maisons de l'emploi, puis la totalité en 2019. Qu'est-ce que 10 millions d'euros au regard des presque 6 milliards de budget de Pôle emploi? Cette mesure n'est-elle pas la disparition programmée de la quasi-totalité des maisons de l'emploi à laquelle il faut se préparer? Madame la ministre, ne faudrait-il pas se donner toutes les chances et tous les moyens, non seulement pour conserver, mais surtout pour développer un tel réseau de proximité, un réseau qui innerve nos territoires et apporte une valeur ajoutée aux politiques nationales de l'emploi? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Fuchs. Les maisons de l'emploi ont été créées en 2005, comme vous le savez. L'idée initiale, à une époque où ça n'existait pas, c'était de faire un guichet unique de toutes les initiatives en matière d'emploi. Ensuite, Pôle emploi a été créé en 2008 avec une mission qui était effectivement d'être guichet unique pour les initiatives opérationnelles en matière d'emploi. C'est pour ça que dès 2009, les opérations de labellisation des maisons de l'emploi se sont arrêtées. C'est pour ça aussi que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont baissé année après année la subvention, non pas niant l'utilité,
mais en tout cas l'utilité pour le réseau de guichets uniques des maisons de l'emploi. Je rappelle que la dotation du budget de l'État était de 86 millions en 2010, de 21 millions en 2007 et elle sera de 10 millions en 2018. Alors, où en sommes-nous? Il y a aujourd'hui 116 maisons de l'emploi. La plupart se sont réorientées, comme vous l'avez montré, sur des fonctions plutôt de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Ce pourquoi d'autres financements fléchés existent. Je pense au financement des GPTEC ou des financements européens. Mais le budget d'insertion, d'accès à l'emploi opérationnel, qui est la ligne que vous évoquez, lui, effectivement, est sur d'autres priorités. Alors, mon ministère a rencontré il y a quelques jours le réseau Alliance Ville Emploi qui coordonne pour qu'on voit comment on transitionne. Je pense qu'au-delà des maisons de l'emploi, mon but, c'est qu'avec les collectivités locales, on travaille beaucoup sur les dispositifs d'insertion. Je pense aux EPID, aux écoles de la deuxième chance, à l'insertion par l'économique, sur lesquelles qui ont des grands succès. Nous devons aller. Les maisons de l'emploi, c'est une autre question qui ne fait pas partie de ce budget. Merci de votre attention. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, avec la baisse des APL pour 6,5 millions de bénéficiaires, la suppression de l'APL accession, la suppression du dispositif Pinel et du prêt à taux zéro dans le neuf sur 95% du territoire, vous multipliez les coups de rabot dans notre politique du logement au détriment de nos territoires et sur le dos de nos concitoyens. Dans le budget pour 2018, vous allez encore plus loin en imposant aux organismes HLM de compenser la baisse des APL par une diminution des loyers. Cette mesure, sortie de votre chapeau sans aucune concertation, suscite l'incompréhension totale des bailleurs sociaux sur le terrain. Car les loyers sont les seules recettes des organismes de logement pour investir. À cause de votre mesure, rien qu'en Haute-Savoie, l'année prochaine, c'est 1000 nouveaux logements sociaux qui ne pourront être construits, soit une chute de 50% de la production neuve et 750 logements non réhabilités. Votre mesure inédite n'est ni plus ni moins qu'une attaque en règle de notre politique du logement aidé. C'est un coup d'arrêt pour nos politiques locales du logement, car nos collectivités n'arriveront pas à tenir leurs engagements. C'est un mépris de nos locataires sociaux qui vont connaître une dégradation évidente de leur habitat et de la qualité de service. Et la triple peine, c'est enfin un coup de massue porté à notre économie locale, car cette mesure entraînera logiquement une baisse des commandes dans le BTP. Cela représente déjà plus de 100 millions d'euros en moins pour l'activité du bâtiment et de l'artisanat, juste en Haute-Savoie pour 2018. Vos décisions auront donc des conséquences dramatiques pour l'emploi sur toute la filière. Non, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas aux acteurs du parc social de porter vos efforts financiers. Vous annoncez des compensations, mais la baisse des loyers est immédiate, alors que les contreparties n'auront des effets significatifs qu'à moyen et long terme. La politique d'aménagement et d'habitat est une mission de service public. Quand lui donnerez-vous réellement les moyens d'exister? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller, oui, la politique du gouvernement, c'est effectivement la transformation et le renouveau. Vous l'avez dit et je vous remercie de l'avoir rappelé. Très clairement, la politique que nous menons part d'une constatation sur laquelle nombre de nos concitoyens et de très nombreux élus sont d'accord. 41 milliards d'euros sur le logement, 4 millions de mal logés. Nous avons un certain nombre de conséquences à en tirer, sans caricaturer les choses. Et il est évident que nous avons besoin de restructurer ce secteur dans le dialogue. Et nous dialoguons. Nous avons toujours dialogué avec les bailleurs sociaux et nous continuons à le faire. Avec une politique globale sur le plan climat, avec la transition énergétique, les milliards qui sont prévus dans le grand plan d'investissement, le soutien à l'ANA. Vous avez parlé dans votre question bien sûr du dossier sur le PTZ, mais contrairement à ce que vous avez indiqué, nous allons maintenir le concours du PTZ sur l'ensemble du territoire national, sur la zone B2 et sur la zone C. Si, bien sûr, sur le neuf pendant 2 ans, sur tout le territoire, cela a été confirmé par le Président de la République. Alors, au lieu d'aller vers une caricature de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de construire un nouveau modèle dont nous avons besoin. Merci, Monsieur le Ministre.
La parole est à Monsieur Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, lundi prochain, nous rendrons hommage aux 130 vies fauchées et aux 413 blessés lors de la terrible soirée du 13 novembre 2015 au Bataclan. Notre émotion reste vive et notre mémoire collective demeure hantée par cette attaque terroriste contre nos valeurs et notre mode de vie. L'actualité récente fait ressurgir en chacun de nous les pires craintes. Nous apprenons que 3 ans après la tuerie du 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo est à nouveau menacée de mort. Des journalistes sont menacés de mort parce qu'ils exercent leur liberté d'expression et de création garante de notre vie démocratique. Les auteurs de ces menaces ne peuvent rester impunis. Monsieur le Premier ministre, quel dispositif comptez-vous mettre en œuvre pour protéger les journalistes de Charlie Hebdo et faire sanctionner les auteurs de ces scandaleuses menaces? Plus largement, Monsieur le Premier ministre, notre groupe, et j'en suis sûr, l'ensemble des députés, vous invite à réaffirmer solennellement que la France s'honore d'être la patrie de la liberté de penser, de créer, de caricaturer, de s'exprimer, d'être la patrie de la liberté de la presse. Monsieur le Premier ministre, dans cette enceinte, nous tenons, avec le gouvernement, à dire au monde et à tous nos compatriotes que, quelles que soient nos convictions, quels que soient nos choix philosophiques, quelles que soient nos croyances, il n'est rien ni personne dans notre République qui puisse prétendre au-dessus de ce que nous votons ici. Il n'est rien ni personne qui puisse supplanter l'expression de la volonté générale. Il n'est rien ni personne qui puisse prétendre au nom de choix personnels supérieurs à la loi. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ferrand, j'étais, comme vous peut-être, Monsieur le Président, comme beaucoup d'entre nous dans cet hémicycle, anonyme dans la foule parisienne et, pour ma part, d'abord dans la foule parisienne, puis ensuite dans la foule havraise, en janvier 2015, lorsque quelques jours après la tuerie de Charlie Hebdo, le peuple français a souhaité, dans le calme, dans la dignité, se rassembler et exprimer pacifiquement son immense résolution et sa très grande détermination. Pourquoi le peuple français, qui n'était pas représenté, qui était présent, pourquoi le peuple français s'est-il levé en janvier 2015 ? Probablement parce que les mots qui suivent figurent à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose, je la cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une déclaration à portée universelle, nous le dit. Et parce que nous sommes attachés en France à cette déclaration, nous sommes attachés à cette liberté fondamentale qu'est la liberté de penser, de s'exprimer et aussi, mesdames et messieurs, de caricaturer. Et nous tous sur ces bancs, nous avons fait l'objet de caricatures. Et il arrive qu'elles soient plus drôles lorsqu'elles concernent les autres. Il arrive même qu'on ne les trouve pas drôles.
Il arrive même qu'on puisse les trouver choquantes. Car c'est l'objet de la caricature que de choquer. Quiconque ici peut affirmer qu'à chaque caricature publiée par tel ou tel hebdomadaire satirique, il a été convaincu. Probablement peu de gens. Mais pourtant, chacun sait ici que cette liberté de caricaturer est essentielle, qu'elle est fondamentale, et que donc nous devons la préserver, ainsi que nous devons protéger tous ceux qui, au nom de cette liberté de caricaturer, seraient menacés. Je veux vous dire, Monsieur le Président, que des dispositions extrêmement précises ont été prises sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour protéger les lieux et, bien entendu, les personnes qui concourent au journal que vous avez évoqué. Vous comprendrez aisément que je n'en dise pas plus. Mais sachez que ces mesures sont prises, elles sont d'ailleurs prises depuis longtemps, et elles ne cesseront pas tant que nous mesurerons une menace aussi élevée que celle que vous avez évoquée. Un mot enfin, mesdames et messieurs les députés, pour dire que les menaces sont parfois formulées d'homme à homme, de femme à femme, je ne fais pas de distinguo en la matière. Elles le sont aussi parfois par l'intermédiaire de réseaux sociaux qui permettent l'anonymat, derrière lequel, courageusement, un certain nombre de concitoyens, malheureusement l'histoire est ancienne, osent proférer des menaces. Twitter n'est pas en dehors de la République, Monsieur le Président. Et cet anonymat souvent dérisoire et souvent abject, derrière lequel se cache un certain nombre d'individus pour proférer des menaces, ne peut jamais être un obstacle. Je souhaite, Monsieur le Président, que dès lors qu'une menace de cette gravité est proférée, quel que soit le média sur lequel elle est proférée, des poursuites puissent être diligentées afin que des sanctions puissent être prononcées. On ne peut pas, dans notre pays, impunément mettre en cause la liberté de penser, de s'exprimer et même de caricaturer. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Yves Jégaud. Monsieur le Premier ministre, vous revenez d'un déplacement aux Antilles, où vous étiez aux côtés de nos compatriotes frappés par les épisodes climatiques. Le président de la République était lui-même en Guyane il y a quelques jours. Vous avez présidé il y a peu à Matignon la réunion des signataires des accords de Matignon concernant la Nouvelle-Calédonie. Et ma question concerne nos Outre-mer. Au-delà des assises ou des états généraux des Outre-mer que nous avons déjà connus il y a 7 ans maintenant et qui semblent se renouveler, au-delà des inquiétudes qui existent et qui sont réelles sur la baisse des budgets, je pense en particulier à la ligne budgétaire unique du logement, je pense aussi à la suppression du fonds vert pour le Pacifique. Au-delà de ces questions conjoncturelles, je voulais vous interroger, Monsieur le Premier ministre, pour savoir quelle était votre vision du devenir de nos départements et collectivités d'outre-mer, dans lequel vivent presque 3 millions de nos compatriotes qui sont, nous en sommes persuadés, une chance économique à l'heure de la mondialisation et à l'heure de l'innovation, qui sont une chance en matière de développement durable. Et je n'oublie pas que la COP23 s'ouvre aujourd'hui, présidée par les îles Fidji. La France est sur la planète, à 20% des atolls sont français sur notre planète, et qu'il y a dans nos Outre-mer une force, une puissance de développement, de croissance, de présence, de rayonnement de notre pays tout à fait conséquente. Alors ma question, au fond, Monsieur le Premier ministre, elle est assez simple. Est-ce que, comme nous, ici au groupe Les Constructifs UDI, vous pensez que les Outre-mer sont une chance pour la France ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Jégaud,
Si j'osais, je vous dirais oui et je me rassierais. Mais en faisant un bon mot devant cette Assemblée, je prendrai le risque de ne pas exprimer le fond de ma pensée sur l'attachement qui est le mien et qui est celui de l'ensemble du gouvernement et celui de l'ensemble de la représentation nationale, bien entendu, de cet attachement à nos territoires ultramarins. Alors la question que vous posez est une vaste question et je ne crois pas possible d'y répondre complètement en 2 minutes et même en 3. Ce que je peux vous dire, monsieur le député, c'est que nous avons, au sein du gouvernement, la volonté de développer, autant qu'il est possible de le faire, le réflexe ultramarin. Je parle sans prétendre avoir vérifié l'ensemble des chiffres de l'ensemble des gouvernements depuis le début de la Ve République, et donc je parle sous votre contrôle, monsieur le député. Mais j'observe que depuis que ce gouvernement a été nommé, comporte bien entendu une ministre des Outre-mer, un très grand nombre de ministres s'est rendu dans les territoires ultramarins. Le président de la République, moi-même, à plusieurs reprises, parce que nous pensons que dans toutes les actions entreprises par le gouvernement et portées par l'État, nous devons avoir le réflexe ultramarin. Le réflexe ultramarin en matière d'éducation, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui va à La Réunion et qui, dès la rentrée, essaie d'intégrer les problématiques et les logiques dans le développement d'une politique publique de l'éducation. Et c'est vrai dans tous les domaines. Notre volonté, c'est évidemment de faire prospérer ce qui est une chance pour la France. C'est d'accompagner des territoires qui connaissent des problématiques différentes, qui ont des aspirations différentes, de les accompagner vers ce développement auquel toutes, évidemment, elles aspirent. On ne peut pas traiter de la même façon, c'est l'évidence, les questions qui se posent aujourd'hui à Saint-Martin. Nous y étions hier et ces questions sont nombreuses, j'espère avoir l'occasion d'y revenir, et les questions de la Guyane ou les questions de la Nouvelle-Calédonie. Je me réjouis que vous ayez mentionné le comité des signataires qui s'est réuni la semaine dernière. Il nous a permis d'aboutir, alors même que certains étaient inquiets sur la capacité des partenaires à ce processus, à trouver une solution consensuelle pour régler la question de la liste électorale. Nous avons abouti, nous pouvons donc espérer, et il faut rester prudent, mais nous pouvons donc espérer continuer à avancer avec l'ensemble des partenaires et des signataires de cet accord de Nouméa. Accompagner, faire confiance, être exigeant aussi, monsieur le député, n'ayons pas peur des mots. Je voudrais en prendre un exemple. Avant-hier, j'étais en Guadeloupe et une question avait d'ailleurs été posée dans cette Assemblée sur la question de la distribution d'eau potable en Guadeloupe. Peut-être était-ce au Sénat. La situation de la distribution de l'eau potable en Guadeloupe n'est pas satisfaisante. Elle est même scandaleusement insatisfaisante. Il y a une ressource en Guadeloupe. Il n'y a pas de problème d'accès à la ressource. Mais il y a des problèmes de distribution. Il faut que les élus se mettent autour de la table et il faut que nous les incitions à trouver des accords en matière de gouvernance et en matière d'investissement. Et nous pourrons aider, mais nous ne pourrons qu'aider, car les responsabilités sont évidemment d'abord au plus près des territoires. Donc nous devons être à la fois présents, confiants, aidants, exigeants, pour faire en sorte que ces Outre-mer que vous avez évoqués soient une grande, très grande chance et une très longue chance pour la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Paula Forteza. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Presque une année après le scandale des Panama Papers, nous voici face à une deuxième révélation massive de documents, dénommés cette fois-ci les Paradise Papers. Des journalistes du monde entier se penchent en ce moment même sur ces documents pour en étudier la portée. Il s'agit pour l'instant de montages financiers complexes pour se soustraire à l'impôt. Ces mécanismes paraissent de prime abord légaux, mais sont-ils acceptables? Le partage de l'impôt est un des fondements de notre démocratie. Il n'est pas admissible que des acteurs privilégiés puissent y échapper, surtout à l'heure où l'effort national est requis. L'évasion fiscale des entreprises et des grandes fortunes coûte 350 milliards d'euros de pertes fiscales par an aux États du monde entier, dont 120 milliards pour l'Union européenne et 20 milliards pour la France. Des mesures ont été prises ces dernières années au niveau français, européen et international pour lutter contre ce phénomène. Que ce soit avec la loi Sapin II en France, le paquet sur la lutte contre l'évasion fiscale de l'Union européenne,
Le sommet anticorruption à Londres en juin 2016 ou le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert à Paris en décembre dernier, de nombreuses avancées nous concernant ont été annoncées, notamment la création d'une agence nationale d'anticorruption ou l'engagement de créer un registre des bénéficiaires effectifs ouverts. Nous saluons ces efforts, mais nous constatons qu'ils ne sont pas encore suffisants et qu'il faut aller plus loin. La réponse à ces enjeux, qui sont de nature transfrontalière, ne pourra émerger qu'au niveau international et en collaboration avec une société civile mobilisée et informée pour augmenter la puissance et l'effectivité des États. Le moyen le plus efficace sera une transparence accrue, garantissant un réel contre-pouvoir citoyen. Les lanceurs d'alerte en sont une incarnation. Leur rôle, en complémentarité des actions des pouvoirs publics, est essentiel. Le ministre de l'économie est aujourd'hui à Bruxelles où il fera des annonces à ce sujet. Quelles seront les actions du gouvernement français pour passer à la vitesse supérieure en termes d'intégrité, de transparence et de lutte contre l'opacité fiscale et à quelle échéance? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Forteza. D'abord, je crois qu'il faut que nous soulignions l'action de ces journalistes qui ont su faire leur devoir et leur devoir d'alerte, et la représentation nationale, je pense, ainsi que le gouvernement, peut les saluer, et chacune de leurs révélations qui concernera une entreprise française ou un contribuable français verra, à la demande de Monsieur le Premier ministre, évidemment le contrôle, le renseignement et la poursuite, si cela effectivement est avéré. Il n'y aura pas de tolérance zéro, il n'y aura aucune tolérance zéro sur cette question très importante. Il y aura... Madame la députée, permettez-moi de vous dire que le gouvernement précédent, pas simplement parce qu'il y a eu le scandale des Panama Papers, mais a beaucoup renforcé le travail des services fiscaux. Et j'entendais de ce côté-ci de l'hémicycle que, franchement, ce n'est pas une question qui permet de faire cette attaque politicienne, sachant que nous partageons tous, messieurs les députés, et ce n'est pas parce qu'on est particulièrement de gauche qu'on le poursuit, le fait que la fraude fiscale est une violation évidente du pacte républicain. 12 000 agents des services de la DGFiP, dont 4 500 pour les entreprises, voilà la réalité de ceux qui travaillent tous les jours contre la fraude fiscale, contre l'évasion. Et j'ai dit au président Ferrand que le gouvernement serait favorable au renforcement, notamment de la déchéance des droits civiques automatiques de tous les fraudeurs et de tous ceux qui, caractérisés, font l'évasion fiscale. Je voudrais enfin souligner que le gouvernement précédent a été celui qui a fait le plus de demandes, la moitié des demandes de renseignement pour les pays du monde entier, et notamment auprès du Panama, notamment auprès des pays dont il y a eu des scandales, pour des renseignements fiscaux. Et Madame la députée, sachez que dans le cadre des lois qui intéressent les projets de loi de finances, on aura l'occasion de renforcer systématiquement ces contrôles de fraude. Ministre. La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. L'impôt est le prix à payer pour une société civilisée. Et par la révélation du scandale des Paradise Papers, le consortium international des journalistes d'investigation nous rappelle qu'à la société civilisée, les puissants préfèrent la sauvagerie. Ce scandale fait suite à de nombreux autres, chacun apportant son lot de détails toujours plus ahurissants sur l'inventivité sans borne des multinationales et des grandes fortunes pour se soustraire à l'impôt. L'évasion comme la fraude fiscale sont de véritables fléaux qui minent la cohésion sociale, aggravent l'accroissement des inégalités, renforcent les injustices et, en définitive, menacent notre démocratie. Les sérieux travaux du sénateur Éric Bocquet ont chiffré à 80 milliards d'euros le coût pour la France de la fraude fiscale. C'est 15 fois plus que ce que votre gouvernement s'apprête à piquer aux bénéficiaires des APL. C'est presque autant que le budget de l'éducation nationale et de la défense réunis. C'est 2 fois plus que ce que nous coûte la dette chaque année. Nous observons cependant que votre volontarisme en matière budgétaire est à géométrie variable. Parce que vous avez sciemment balayé d'un revers de la main nos nombreux amendements sur le sujet, l'actualité nous oblige à vous poser la question, Monsieur le Ministre, n'est-il pas temps de mettre fin au verrou de Bercy, qui avait vu en juillet dernier tous les groupes, sauf celui de la majorité, tomber d'accord? N'est-il pas temps d'instaurer l'imposition universelle sur le modèle de celle mise en place par les États-Unis d'Amérique? N'est-il pas temps d'interdire aux établissements bancaires
d'exercer dans les paradis fiscaux, comme cela fut fait en 2002 pour l'île de Nauru par le gouvernement Jospin? N'est-il pas temps de procéder à l'interdiction d'occuper un mandat social par les dirigeants dont les sociétés ont exercé dans ces paradis fiscaux? Et enfin, n'est-il pas temps d'instaurer un délit d'incitation à la fraude fiscale? Car si les corrompus par l'argent roi doivent être punis, les corrupteurs doivent l'être aussi. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis surpris, Monsieur le député, que votre groupe cite les États-Unis comme modèle de société. Mais enfin, vous avez raison. Vous avez raison. Ceux qui fraudent ne méritent pas, effectivement, la volonté très forte que vous exprimez de respect. Ils sont des fraudeurs, ils sont des délinquants financiers, ils doivent être sanctionnés et ce sera cette majorité qui proposera des sanctions comme jamais cela n'a existé dans le droit français. Permettez-moi de souligner que c'est ce gouvernement qui mettra fin au bureau du STDR à la fin de cette année. Il a peut-être apporté au début du gouvernement précédent un certain nombre de pouvoir régulariser des situations que l'histoire expliquait, mais 4 ans et demi, c'est trop long. Il sera fermé et l'intégralité des moyens du bureau STDR sera mis évidemment contre la lutte sur l'évasion fiscale. Enfin, sur le verrou de Bercy, il y a une mission qui est travaillée, qui est aujourd'hui bipartisane et qui, je crois, prend l'intégralité de la représentation nationale. Il faut laisser cette mission travailler. Mais je voudrais vous dire que s'il y a des améliorations à faire, le ministre des Comptes publics que je suis les acceptera bien volontiers. Mais attention, monsieur le député, écoutez ce que dit notamment madame la procureure qui s'occupe de cette question à Paris. Attention que des bonnes idées qui peuvent apparaître ici ou là faciles ou démagogiques n'empêchent finalement la lutte contre le blanchiment et contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, vous le savez très bien, la justice, indépendamment de ce que peut décider Bercy, peut se saisir de lutte contre le blanchiment et peut mettre devant les tribunaux un certain nombre de contribuables qui sont effectivement malfaisants. Mais ne vous inquiétez pas, je le fais et je suis tout à fait prêt à répondre à l'intégralité de la représentation nationale. La fraude est un acte de délinquance face à la République et personne ici ne songe à l'expliquer ou à l'accepter. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Anne Bruniera. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, vous mettez en œuvre notre volonté collective de réussite de tous les élèves par un dispositif massif d'aide aux devoirs au collège, le dispositif Devoirs faits. Depuis hier, les collèges de France ont commencé la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Nous nous accordons tous sur l'utilité de cette aide aux devoirs, gratuite et accessible à tous. Le travail personnel fourni par l'élève est déterminant pour la réussite de sa scolarité et le programme Devoirs faits, organisé au sein de l'établissement, permet à chaque collégien de travailler individuellement pour faire des exercices, répéter ses leçons, exercer sa mémoire, et ce, en bénéficiant du soutien dont il a besoin. Dans un premier temps, chaque collège va recueillir l'expression des besoins de ses élèves et une réponse sera apportée à tous les élèves volontaires. L'organisation sera bien entendu adaptée à chaque établissement par les principaux et leurs équipes pédagogiques. Elle se fera en fonction de la taille du collège, de sa composition sociale ou des dynamiques des équipes existantes. Les meilleures solutions seront trouvées, elles seront proposées partout, je n'en doute pas, j'ai confiance en nos équipes de terrain. Mais, nous le savons, les élèves les plus en difficulté ne sont pas toujours ceux qui se manifestent spontanément. Aussi, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Les avis des équipes pédagogiques, et tout particulièrement pour les collégiens qui, dès le premier trimestre, éprouveront des difficultés, ces avis pourront-ils être plus incitatifs? En particulier, les professeurs principaux pourront-ils recommander fortement aux parents la participation des élèves pour lesquels cette aide aux devoirs serait la plus bénéfique et je pense notamment à ceux pour qui elle pourrait prévenir un risque de décrochage. Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bruniera, merci pour votre question qui permet de parler de ce dispositif qui a commencé depuis hier dans 7100 collèges en France et qui est à la disposition de toutes les familles, toutes classes sociales confondues, tout territoire confondu. Cette mesure permet de dépasser un clivage assez classique dans notre débat scolaire entre ceux qui disaient et qui disent toujours qu'il faut des devoirs, parce qu'en effet, les devoirs ont une utilité pédagogique considérable,
Et ceux qui disent cela ont raison. Et puis ceux qui disent que les devoirs posent un problème parce qu'ils créent des inégalités entre les familles en fonction de la situation de chaque famille. Et ceux qui disent cela ont raison aussi. C'est pourquoi ce que nous avons décidé, et c'était un engagement du président de la République pendant la campagne, ça a été de permettre que ces devoirs puissent être faits à l'intérieur de l'établissement, gratuitement, et avec un souci de qualité qui caractérise le dispositif, puisque ce que nous avons fait, c'est mobiliser d'abord et avant tout les professeurs par des heures supplémentaires, mais aussi l'ensemble des acteurs, que ce soit les assistants d'éducation, les conseillers principaux d'éducation, les services civiques, il y en a 7 000 aujourd'hui, nous monterons jusqu'à 10 000, ainsi que les associations et les collectivités locales. Dès la rentrée prochaine, nous viserons aussi à étendre ce dispositif vis-à-vis de l'école primaire. Ce dispositif est donc très important et aura beaucoup de conséquences en chaîne. L'une d'entre elles, vous avez raison, c'est de prévenir le redoublement et le décrochage. Nous ne voulons pas inciter, nous ne voulons pas obliger à suivre devoir fait, car ce serait contre-productif. Mais nous devons inciter, et c'est ce que vous avez dit. Et donc ce sera fait dès les conseils de classe de fin de premier trimestre, où l'on proposera très fortement aux élèves qui en ont besoin de s'inscrire. Il y aura un dialogue avec les parents pour le leur proposer avec beaucoup de volontarisme. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dimanche, une centaine de femmes, parmi lesquelles des écrivaines, des cinéastes, des journalistes, ont lancé un appel au président de la République pour mettre en place un plan d'urgence contre les agressions sexuelles. Ces propositions sont toutes pertinentes. En particulier, les professionnels ne sont pas suffisamment formés. Les victimes sont seules et, dans le meilleur des cas, elles poussent la porte des associations, quelquefois la permanence du député, comme chez moi hier matin, pour dire l'incroyable silence, l'inertie entourant le harcèlement et la lenteur de la justice, lorsqu'elle est saisie enfin. Nul doute qu'il faut du droit, des sanctions et la justice au rendez-vous. Le projet de loi annoncé par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes va dans le bon sens. Déjà en août 2012, nous avions adopté un texte qui fixait une nouvelle définition du harcèlement dans le Code pénal et le Code du travail. Mais nous savions déjà, comme vous sans doute, que la solution est tout autant dans le changement des mentalités. La loi borne un chemin que la communauté des femmes et des hommes doit faire sien. Ceci exige constance et détermination de chacun d'entre nous et des pouvoirs publics. Cet appel ne dit pas autre chose, mais il dit l'essentiel. Dans les territoires ruraux, il y a des réseaux vifs qui sont mis en place, dans les zones urbaines aussi, pour aider les femmes victimes de violences. Mais nous peinons à mobiliser les acteurs locaux et les crédits font cruellement défaut. Face à ce constat, et alors que nous sommes au cœur de ce débat national et international, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de nous dire quelle politique vous entendez mener, sachant que celle-ci ne peut pas se concevoir autrement qu'interministérielle et transversale. Je pense à l'éducation, à la culture et à la formation, et qu'à ce titre, elle implique à notre sens, dans ce sens, un élan au plus haut niveau. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur le Président, Madame la députée Cécile Untermaier, Mesdames et Messieurs les députés, effectivement, nous menons une politique publique totalement interministérielle en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est pour cette raison que mon secrétariat d'État est rattaché directement au Premier ministre qui donne l'impulsion de cette politique interministérielle. C'est un combat que le gouvernement mène sur tous les fronts depuis le premier jour, puisque le président de la République avait déclaré avant même son élection que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause nationale de son quinquennat. C'est un combat culturel que nous menons en ne jamais rien laissant passer. C'est un combat financier. C'est pour cette raison que le Premier ministre a décidé d'augmenter le budget du programme 137 et que les parlementaires qui étaient en commission élargie la semaine dernière ont acté une très large augmentation du DPT, du document de politique transversale, pour lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un combat systémique et vous l'avez dit, il faut former les professionnels. C'est fait et il faut, l'honnêteté m'oblige à dire, reconnaître que c'est fait. C'est impulsé depuis le 5e
deuxième plan de lutte contre les violences dites faites aux femmes qui a été pris par le précédent gouvernement. Nous amplifions cette mesure avec la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes. Près de 400 000 professionnels ont déjà été formés et nous augmentons cela. Nous combattons également avec la garde des Sceaux pour une véritable condamnation judiciaire et sociétale de ces violences sexuelles. La garde des Sceaux s'est déjà exprimée en disant qu'elle ne se satisfaisait pas de ces chiffres et c'est pour cette raison que nous ouvrons une grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles. Vous voyez que c'est un combat qui est porté par l'ensemble du gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre et dans le cadre de la grande cause nationale du quinquennat du président de la République Emmanuel Macron qui a souhaité créer une grande cause nationale quinquennale pour porter haut ce combat, cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui, de mon point de vue, ne doit pas souffrir de différents politiciens et je vous remercie pour cela, Madame la députée. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Duverger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire et j'y associe ma collègue Jacqueline Maquet. Monsieur le ministre, l'adoption de la loi mettant fin à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures sur le sol français est une étape très importante dans la mise en place de la transition énergétique. Il nous faut donc désormais accélérer, intensifier le développement des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire et la méthanisation. La méthanisation a le triple avantage de produire du gaz directement injecté dans le réseau, traiter des déchets et produire d'excellents fertilisants. Afin de faciliter le développement de ces nouvelles énergies, il existe diverses lois favorisant le développement des unités de méthanisation, des aides de l'ADEME, des aides du ministère de l'Agriculture, l'absence de taxes locales, l'absence d'enquête publique pour les installations agricoles inférieures à une certaine taille. Toutes ces dispositions sont efficaces car de nombreux projets sont en train de voir le jour. Mais ces dispositions peuvent être aussi contre-productives car les populations n'acceptent pas la construction d'unités à proximité de leur domicile. Le manque d'information et de pédagogie conduit les habitants à largement surestimer d'éventuels dangers ou nuisances olfactives ou sonores. L'absence de retombées fiscales ou d'avantages tarifaires ne permet pas d'impliquer la population dans ces projets. Dans nos circonscriptions, celle de Jacqueline Maquet et la mienne, 2 de ces projets rencontrent aujourd'hui une forte opposition des villages à proximité desquels ils seront mis en place. Bref, Monsieur le Ministre, quel plan comptez-vous présenter à la représentation nationale pour sortir d'une logique de défiance et de rejet à une logique de confiance et d'adhésion? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Duverge, vous avez raison, la méthanisation agricole est une opportunité pour l'agriculture, mais aussi toute sa compétitivité. Les intérêts de la méthanisation, vous les avez rappelés, ils sont aujourd'hui nombreux, mais je connais particulièrement les difficultés que vous rencontrez dans votre département du Pas-de-Calais, puisque j'ai eu régulièrement l'occasion de les évoquer avec votre collègue Jacqueline Maquet. Et sur tous les avantages que vous présentez, Monsieur le député, à travers votre question, je sais qu'il y a un certain nombre de difficultés d'acceptabilité sociale pour faire en sorte que des projets puissent se créer sur nos territoires. Beaucoup a déjà été fait en termes de nuisances, notamment les nuisances olfactives, mais il reste encore beaucoup à faire là-dessus. Je ne peux qu'appeler, bien évidemment, à ce qu'il y ait de la concertation, de la discussion autour de ces projets pour évacuer, bien évidemment, les peurs d'un certain nombre de riverains sur ces sujets et faire de la pédagogie sur l'utilité des projets de méthanisation. Et puis, il faut tenir compte, bien évidemment, des inquiétudes des populations qui peuvent être totalement légitimes. Et j'incite ici l'ensemble des préfets à pouvoir réunir l'ensemble des parties prenantes pour examiner
plus en avant chacun des dossiers. En tous les cas, sachez que le gouvernement, et particulièrement le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère de la Transition écologique et solidaire, sont particulièrement motivés et mobilisés pour faire en sorte que nous puissions développer ce type d'installation et de faire en sorte que nous puissions répondre aussi aux enjeux de la transition énergétique. Et comme vous le savez, monsieur le député, les agriculteurs sont les premiers acteurs de la transition énergétique aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à madame Valérie Boyer. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où nous allons rendre hommage aux victimes du Bataclan, je voudrais associer toutes les trop nombreuses victimes du terrorisme en France, 250 personnes assassinées, et féliciter les forces de l'ordre qui ont aujourd'hui à nouveau déjoué un attentat. Pour autant, notre pays doit craindre le retour massif de Français qui combattent aux côtés de l'organisation État islamique, se vantant d'aimer la mort comme nous aimons la vie. Environ 2000 pourraient revenir dans nos villes et nos villages, s'ajoutant aux 217 mercenaires terroristes dont vous nous avez appris le retour. D'ailleurs, comment ont-ils pu revenir? Sont-ils en liberté? Dans le cas contraire, où sont-ils retenus? Où sont-ils enfermés? Gouverner, c'est prévoir. Et au lieu de ça, vous nous dites qu'il était difficile d'expulser le Tunisien en situation irrégulière, délinquant multirécidiviste, qui a égorgé 2 jeunes filles à Marseille au nom de l'État islamique. Et en même temps, vous êtes prêts à accueillir des terroristes qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité au motif qu'ils ont un passeport français. Vous considérez que ces individus se sont mis en marge de la société et en même temps, 20% ont touché des allocations sociales avec une scandaleuse complicité de personnes présentes en France sans pour autant que cette trahison ne soit sanctionnée. Vous refusez l'application du livre 4 du Code pénal qui condamne jusqu'à 30 ans de prison toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi. Vous refusez les centres de rétention que nous vous réclamons. Et en même temps, la ministre de la Défense déclare « Tant mieux s'ils meurent à Raqqa ». Vous décidez de mettre fin à l'état d'urgence et en même temps, vous envisagez de revenir en arrière en cas d'attentat de masse, tout en réouvrant des lieux où l'on prêche le salafisme. Bref, les Français n'y comprennent plus rien. Quelles mesures précises comptez-vous prendre face à ces revenants, en France comme à l'étranger? Souvenons-nous des paroles du berbère Saint-Augustin. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, Merci, on finit par tout approuver. Madame la députée, la parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la députée Valérie Boyer, Mesdames et Messieurs les députés, comme vous venez de le rappeler, Madame, la lutte contre le terrorisme est notre priorité au ministère de l'Intérieur. Elle est la priorité de l'ensemble du gouvernement. Nos services portent une attention toute particulière aux individus qui ont séjourné sur la zone syro-irakienne et qui, depuis, sont revenus sur le territoire national. Tous les services de renseignement sont mobilisés sur zone et bien sûr ici en France pour assurer un suivi très précis de ceux qui sont rentrés ou de ceux qui manifestent l'intention de le faire. Actuellement, ce sont 244 majeurs et 58 mineurs, dont la plupart ont moins de 12 ans, qui sont revenus depuis 2012 sur le sol français après un séjour sur la zone syro-irakienne. Tous les majeurs font systématiquement l'objet d'un placement en garde à vue et de poursuites judiciaires du fait de la qualification criminelle retenue et du suivi particulier de ces situations par le procureur de la République de Paris. Les peines prononcées sont d'une très grande sévérité. La majorité des adultes est actuellement incarcérée. Les autres, et notamment ceux qui n'ont pas pris un rôle direct au combat, font l'objet d'un suivi soit au travers d'un contrôle judiciaire renforcé, soit par un service de renseignement. Tous les mineurs font, quant à eux, l'objet d'un suivi systématique par le juge des enfants au titre de la protection de l'enfance avec l'aide des conseils départementaux. Ce travail est rendu possible aussi grâce à l'augmentation des effectifs des services de renseignement. Et pour terminer, Madame, vous savez que dans la loi que nous avons votée pour renforcer la lutte contre les terroristes, il y a la fermeture des lieux de culte. La parole est maintenant à Madame Delphine Haut.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, cette semaine, le Président de la République a choisi les Émirats arabes unis pour son premier déplacement dans le Golfe, déplacement où vous l'accompagnez. À cette occasion, il inaugurera le Louvre à Abu Dhabi. Cette initiative, unique au monde, témoigne de la vitalité de la diplomatie culturelle française qui contribue à son rayonnement international. Avec ce déplacement, le Président exprime également son soutien aux efforts fournis par les Émirats dans la lutte contre le terrorisme islamiste, fléau qui touche aussi bien la France que le Moyen-Orient. Mais cette visite intervient également dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. La crise diplomatique entre le Qatar d'une part, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis de l'autre part est loin d'être résorbée. Pas plus tard que ce week-end, 2 événements inquiétants ont eu lieu. Un missile balistique a été tiré du Yémen en direction de l'Arabie saoudite. Le Premier ministre libanais a annoncé sa démission en arguant de l'ingérence de l'Iran dans les affaires de son pays. Les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite ne décroissent pas, d'autant plus que le président Trump a décertifié l'accord sur le nucléaire iranien, accord auquel la France a réitéré son adhésion pleine et entière. Monsieur le ministre, dans ce contexte, pouvez-vous nous présenter les objectifs de la visite présidentielle aux Émirats arabes unis? Et plus globalement, quelle est la vision de la diplomatie française pour un équilibre entre les différentes puissances de la région avec lesquelles elle entretient des relations amicales? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée Delphine Haut, ce sera un très grand événement demain soir, cette inauguration du Louvre d'Abu Dhabi, en présence du Président de la République. Ce projet est un projet considérable, initié par le Président Chirac, soutenu par le Président Sarkozy et par le Président Hollande, inauguré par le Président Macron. C'est la continuité de la France dans son partenariat avec les Émirats arabes unis. C'est un équipement conçu par notre compatriote Jean Nouvel et qui sera un lieu de dialogue entre les cultures et les époques. Vous m'avez posé plusieurs questions à propos de ce déplacement. En 1 minute, c'est difficile de répondre à tout. Je voudrais simplement très concisement vous dire, premièrement, que la France est solidaire de l'Arabie saoudite après le tir de missile qui a été effectué à partir du Yémen à l'initiative de la rébellion Houthi. Deuxièmement, que nous sommes inquiets de la situation au Liban, la démission du Premier ministre Hariri, alors que le Liban commençait à retrouver sa sérénité, et nous appelons les Libanais au sens des responsabilités, au sens du compromis, et nous voulons garantir l'unité et la sécurité du Liban et surtout sa stabilité en cette période. Troisièmement, en ce qui concerne la crise du Conseil de coopération du Golfe entre le Qatar et les autres pays du Golfe, nous estimons que la solution doit venir des pays du Golfe eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que, à la fois, nous parlons avec tout le monde et nous soutenons l'initiative de médiation koweïtienne. Et enfin, dernier point, pour l'instant, nous sommes très attentifs et nous portons beaucoup d'intérêt aux initiatives de réforme qui sont engagées en Arabie saoudite pour une modernisation de ce pays. Merci de votre question. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, s'ouvre la 23e conférence internationale contre le réchauffement climatique à Bonn, dans un pays, l'Allemagne, et ce n'est pas la moindre de nos contradictions, qui vient d'avouer ne pas être en capacité d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'il faut éviter à tout prix le dépassement des 2 degrés d'augmentation de température d'ici la fin du siècle, chacun sait que ce chiffre sera dépassé. De très grandes agences d'État, pourtant américaines, viennent d'indiquer que si rien n'était fait, nous atteindrions les 5 degrés d'augmentation de température à la fin du siècle. Le Congrès mondial de météorologie vient de démontrer que notre taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui a doublé, était équivalent à celui de l'époque où le niveau des océans était supérieur de 10 à 20 mètres.
Tornades, remontée des maladies, déplacements sans équivalent des populations, disparition de la biodiversité, nous avons dépassé le stade de la menace pour rentrer dans celui des catastrophes. Ma question n'était pas simple. Comment changer tout cela? Alors j'en ai trouvé une à notre portée. Comment changer enfin de logiciel? Comment arrêter de surconsommer massivement ce dont nous n'avons pas besoin? Comment arrêter sans cesse de parler de croissance alors qu'il faudrait évoquer le développement enfin humain, économique, au même plan social et environnemental? Comment faire payer enfin la vraie valeur de ce que nous consommons en intégrant l'ensemble des coûts induits par des règles s'appuyant sur nos valeurs? Monsieur le Premier ministre, qui est prêt à intégrer cette nécessité de changer, alors qu'il est encore temps, notre logiciel, à porter un modèle de société humain radicalement différent? Si ce n'est pas nous, Monsieur le Premier ministre, qui en avons conscience, qui le fera? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pancher, hier, la COP23 s'est ouverte à Bonn sous la présidence des Fidji, et c'est un signe fort qu'un petit État, ainsi menacé directement dans son identité et dans sa population, préside une telle conférence. La France est plus que jamais mobilisée pour soutenir les Fidji dans les grandes priorités qu'elle s'est fixées. La première, tout d'abord, qui est de pousser la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et ce sera pour la France l'occasion d'y mettre toute son énergie à l'heure du retrait des États-Unis de cet accord de Paris. La deuxième priorité, c'est l'ambition, parce que nous avons toujours le choix entre nous résigner ou au contraire être résolument ambitieux. Et nous, dans ce gouvernement-là, nous avons fait le choix de l'ambition. Nous pensons qu'une politique volontariste nous permettra de mettre en œuvre et d'appliquer des politiques publiques efficaces en matière de lutte contre le changement climatique. Et c'est ce que nous avons déjà fait, avec un plan climat annoncé le 6 juillet dernier et qui est plus ambitieux encore que l'accord de Paris, que les objectifs que nous sommes fixés avec la neutralité carbone à 2040. C'est aussi toute une série de mesures en faveur des plus modestes que nous avons mises en œuvre et que nous avons annoncé début septembre. Et c'est aussi actuellement, et cette Assemblée-là l'a voté, la loi qui vise, sur les hydrocarbures, qui vise à sortir peu à peu des énergies fossiles, en tout cas d'ici 2040, d'en interdire l'exploitation. Et donc, sortir des énergies fossiles, c'est non seulement souhaitable, mais c'est aussi faisable. Et nous, une des choses que nous voulons faire aussi, c'est de continuer à encourager chacun, et notamment à nous tourner vers la société civile pour viser la neutralité carbone. Enfin, parce que nous n'avons pas de droit à l'indifférence, nous devons penser aux populations les plus défavorisés et les plus vulnérables. Et c'est pour ça que le président de la République a rappelé à New York une contribution pour le climat qui s'élèvera à 5 milliards à partir de 2020, dont 1 milliard pour les populations les plus vulnérables. Saïd Ahmada. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler de territoires dans notre pays où 42% de la population connaît la pauvreté, de territoires où 25% de cette même population est au chômage, de territoires où, comme dans une ville comme Marseille, 30 personnes l'année dernière sont mortes sous les balles. Ces territoires, vous l'avez compris, ce sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2017, cette politique de la ville a 40 ans. Et, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous féliciter d'avoir sanctuarisé les crédits de cette politique et de les avoir même augmentés pour ce qui est de la rénovation urbaine. Pourtant, j'ai un rêve, mes chers collègues, c'est celui que cette politique de la ville disparaisse. Parce que si elle disparaît, c'est que son objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales aura été atteint. Mais pour cela, il faut que le droit commun revienne sur nos territoires. Mon avis, Monsieur le ministre, c'est que cette politique de la ville doit être réservée aux innovations et expérimentations et qu'elle doit accompagner les projets qui ont réussi vers le droit commun, pour que le droit commun revienne sur nos territoires.
Et donc, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Lors du prochain comité ministériel des villes, êtes-vous prêt à revoir en profondeur cette politique de la ville et en faire en sorte que le droit commun revienne de manière importante sur nos territoires? Merci de répondre à ma question. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Amada, vous vivez et vous représentez un quartier politique de la ville. Vous êtes effectivement un exemple, un bon exemple. Malheureusement, trop peu nombreux sont ceux qui réussissent. Et le bilan de ces dernières années, et je l'ai déjà dit ici, c'est une responsabilité collective. C'est quoi? 38%, vous l'avez dit, au-dessous du seuil de pauvreté. 2,5 fois de chômeurs en plus par rapport à la moyenne nationale. Voilà quelle est la réalité. Effectivement, il faut changer la politique de la ville. Il faut à la fois, certes, au point de vue budgétaire, et nous l'avons fait, la conforter, préserver le budget pour le quinquennat qui vient, mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin d'une politique interministérielle, de ramener la République dans ces quartiers. Ramener la République, ramener des services publics qui ont souvent disparu, comme dans un certain nombre de territoires ruraux. Ramener des bureaux de poste, ramener des médecins, ramener de l'emploi. Et nous allons lancer les emplois francs dès cette année 2018. Et c'est un événement important, un moyen important. L'apprentissage aussi et la lutte contre la discrimination, parce que le bilan que nous avons trouvé, c'est aussi la discrimination dans ces quartiers. Et c'est un devoir que nous avons, c'est de lutter contre la discrimination, de lutter contre le communautarisme qui a aussi envahi une partie de ces quartiers. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Huguette Bello. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires et porte sur l'une des dispositions du très controversé article 52 du projet de loi de finances. En dépit de la rare unanimité qui s'est manifestée en faveur de son maintien au-delà du 1er janvier 2018, l'APL accession est toujours bel et bien supprimée dans le texte voté la semaine dernière. De tous les bancs, les arguments convergent pour souligner non seulement le rôle décisif de ce dispositif dans l'accession à la propriété des plus modestes, mais aussi la cascade des conséquences que provoquerait sa suppression, à savoir la remise en cause des parcours résidentiels, une moindre fluidité dans le parc social, le recours accru à l'APL locative d'un montant pourtant plus élevé, l'impact sur les entreprises du BTP. À La Réunion, des milliers de familles sont inquiètes. Elles craignent pour concrétiser leur projet de devenir propriétaires en raison d'un taux d'endettement trop élevé, sans cette allocation que ne saurait remplacer totalement le PTZ et encore moins les prêts immobiliers dont les taux sont trop souvent inversement proportionnels aux revenus. La fin des allocations logement pour l'accession remettrait en cause les opérations de résorption de l'habitat insalubre et fragiliserait davantage la construction de logements évolutifs sociaux, CLES, grâce auxquels tant de familles ont pu, dans les Outre-mer, accéder à la propriété. Puisque ni la politique du logement que vous prenez, ni le modeste impact financier sur les finances publiques, ni même, ni surtout, sa portée symbolique ne plaident en faveur d'une telle suppression, pouvez-vous nous confirmer le soutien du gouvernement au rétablissement de cette aide publique en faveur de l'accession et rassurer les très nombreuses familles qui vous écoutent? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bello, nous avons longuement débattu il y a quelques jours du sujet de l'APL accession. Et je veux vous rassurer, comme j'ai eu l'occasion avec Jacques Mézard de le dire sur ces bancs, aujourd'hui l'APL accession, aucune décision finale n'est prise. Pourquoi? Parce que c'est un des sujets dont nous discutons, pas le seul, mais c'est un des sujets dont nous discutons avec les bailleurs sociaux. Et comme vous le savez, cette discussion avec les bailleurs sociaux, aujourd'hui, n'est pas terminée. Dit autrement, ce sujet de l'APL accession verra l'objet de nouvelles discussions dans cette Assemblée ainsi qu'au Sénat dans les prochaines semaines. Mais permettez-moi d'insister sur deux autres points. Le premier point, c'est que l'accession, notamment l'accession sociale, vous le savez, tout le projet de loi de logement que nous portons vise à la renforcer. Mais l'accession, c'est aussi d'autres dispositifs, comme le prêt à taux zéro,
Le prêt à taux zéro, aujourd'hui, il était prévu qu'il s'arrête au 31 décembre 2017. Plus rien ne devait avoir lieu sur ce prêt à taux zéro. Nous l'avons prolongé et nous l'avons prolongé sur la durée. 4 ans dans la plupart des cas, 2 ans dans les autres cas. C'est ça la réalité. Et puis surtout, il faut se parler franchement. Que ce soit l'APL accession, que ce soit le prêt à taux zéro, il s'agit là de dispositifs qui, au final, permettent de traiter des symptômes. Mais l'objet aujourd'hui, ce n'est pas que de traiter des symptômes, c'est de traiter le problème à la racine. Et c'est quoi le problème à la racine? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements, on n'en construit pas assez et ils sont trop chers. Et donc toute la stratégie de logement que nous prenons, c'est justement de ne pas traiter que les symptômes, mais de traiter le problème à la racine. Il faut libérer plus de terrain, c'est ce que nous faisons. Il faut en finir avec une accumulation de normes, c'est ce que nous faisons. Il faut lutter contre les recours abusifs, c'est ça que nous faisons et c'est comme ça que nous ferons véritablement bouger les lignes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Yaël Braun-Pivet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Justice. Madame la ministre, hier, les députés membres de la Commission des lois, de tous bords politiques, ont exercé simultanément et sur l'ensemble du territoire de notre pays, y compris les Outre-mer, le droit qui leur est reconnu par la loi de se rendre dans les prisons. Une trentaine de centres pénitentiaires et de maisons d'arrêt ont été visités au même moment par plus de 40 députés. Cette initiative inédite témoigne d'une volonté nouvelle d'aborder les thématiques sur la base de contrôles exercés sur le terrain. Elle s'inscrit dans un contexte particulier que vous connaissez, celui de la surpopulation carcérale, de la dureté de la détention, de la vétusté des lieux. Ce ne sont pas des mythes, mais une réalité, nous l'avons tous constaté. J'ai encore à l'esprit l'image de ces 3 détenus vivant dans des conditions de promiscuité difficilement tolérables. Le personnel pénitentiaire, en nombre insuffisant, fait de son mieux. J'ai longuement parlé avec eux à Bois d'Arcy, mais il est confronté à des conditions de travail particulièrement éprouvantes. Nous allons poursuivre notre travail. Les commissaires aux lois échangeront sur leurs ressentis dès demain matin en commission et procéderont ensuite à des auditions. Mais nous sommes d'ores et déjà conscients que derrière le problème carcéral, de nombreux enjeux se profilent, notamment celui de l'adaptation des peines à la diversité des parcours et des profils. La prison n'est pas une réponse adaptée. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. J'en viens à ma question d'aujourd'hui. Madame la garde des Sceaux, vous avez annoncé le lancement d'un programme de construction de 15 000 places de prison et lancé un chantier sur le sens et l'efficacité de la peine. Pouvez-vous nous faire part de l'état de votre réflexion et de votre projet? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Avant de vous donner la parole, Madame Belloubet, ministre de la Justice, je tiens à vous dire que, exceptionnellement, la séance ne sera pas suspendue immédiatement. J'ai une information importante à vous donner pour la suite, et notamment sur l'organisation d'un vote. Madame la ministre de la Justice, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Braun-Pivet. Merci pour votre question. C'est un défi de répondre en moins de 2 minutes, néanmoins, à la question que vous m'avez posée. Je vais tenter de le faire en 2 points. Nous avons, dans le cadre des chantiers de la justice, effectivement, lancé un groupe de réflexion autour du sens et de l'efficacité de la peine. L'idée est en effet clairement posée que la prison seule ne permettra pas de répondre aux difficultés qui sont face à nous. C'est la raison pour laquelle il nous faut, d'une part, permettre aux magistrats, lors du prononcé de la peine, de pouvoir tabler sur un nombre important et diversifié de peines qu'ils puissent facilement mettre en œuvre. Nous souhaitons, d'autre part, permettre également lorsque la peine est prononcée, à ce que le délai entre le prononcé de la peine et la mise à exécution soit considérablement réduit. Cela vise notamment à diminuer le nombre de personnes en détention provisoire. Vous savez que sur 69 000 détenus, nous en avons plus de 20 000 qui sont actuellement en détention provisoire. Et nous réfléchissons également au parcours suivi par le détenu en détention. Par ailleurs, le président de la République a annoncé la construction de 15 000 places de prison. C'est donc un plan de construction qui est à l'œuvre, qui apportera des réponses diversifiées selon l'état des détenus, en construisant
tantôt des quartiers pour détenus violents, tantôt des quartiers de préparation à la sortie. Donc ce ne sont pas des constructions monolithiques que nous mettrons en œuvre, mais bien des établissements diversifiés. Je signale dans ce cadre-là que le budget 2018 a déjà prévu 26 millions d'euros qui nous permettent de lancer la construction de 5 maisons d'arrêt et 6 quartiers de préparation à la sortie. Nous sommes également très attentifs à la situation des personnels et nous recruterons dès 2018 470 personnels qui surveilleront la détention. Merci, Madame la Ministre. L'ordre du jour appelle la nomination de 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Je suis saisi des candidatures de Madame Annie Genevard, de Monsieur Marc Le Fur et de Madame Mathilde Panot. Le nombre des candidats étant supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il y a lieu d'organiser un scrutin. Je rappelle que le scrutin est secret. Aux 2 premiers tours de scrutin sont élus dans l'ordre des suffrages les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 3e tour, la majorité relative suffit et en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Les bulletins manuscrits sont valables. Toutefois, des bulletins imprimés sont à votre disposition dans les salles voisines. Ces bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe. Je rappelle enfin que seuls sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas au total plus de noms que de postes à pourvoir. Nous allons procéder au premier tour de scrutin. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin sera clos à 17h10. La séance est suspendue. Et c'est la fin des questions au gouvernement. Le débrief, c'est maintenant sur LCP. Nous allons revenir ensemble sur les temps forts de cette séance. Nous retrouverons Valérie Brochard et Ludovic Faux pour des réactions politiques depuis l'Assemblée.